Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire Julie Stawen, Bien-être au travail, quels nouveaux équilibres. On est très heureux de vous accueillir. Vous devrez être très nombreux compte tenu de ce qu'on a pu avoir comme demande. Donc, on voit bien que c'est un sujet qui vous préoccupe, surtout en cette belle rentrée 2021. Alors, pour commencer, justement, quelques petites consignes. Donc, vous savez, si vous connaissez déjà l'outil GoToWebinar, vous avez la possibilité de poser des questions à Judith, qui est ici présente, ce sera un plaisir d'être notre porte-parole dans la session des questions-réponses. Et vous avez tout un ensemble donc vous pouvez poser ces questions dans le fameux chat en question. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, Julie Stawen, en quelques mots, donc ça fait maintenant à peu près 3 ans qu'on organise ces webinaires sur ces thématiques de management au sens large. Donc nous sommes dans un groupe indépendant, c'est la fusion de 2 cabinets qui étaient Bernard Julier en 2016 et Stawen, cabinet stratégie organisation. Et aujourd'hui, nous sommes un cabinet de 450 collaborateurs avec un chiffre d'affaires pour cette année de 65 millions d'euros. Et nous travaillons sur la transformation des organisations avec une promesse qui est de dire qu'on pense qu'on peut réussir une transformation si on a ce double regard, business et people, qu'on a complété depuis par l'agile et le digital pour pouvoir mener à bien cette transformation. Et puis, nous avons à cœur de partager nos publications, notre R&D et tout ça dans cet esprit Consulting for Good qui est notre signature maintenant depuis 2 ans. Alors, pour nous accompagner ce matin, nous avons donc trois interlocuteurs pour répondre à finalement les questions que vous pouvez vous poser, en tout cas que nous posons. Finalement, en cette sortie de crise, ou en tous les cas, sortie de crise si on est optimiste, ou toujours dans la crise si on l'est un peu moins, finalement, quelles ont été les conséquences fondamentales pour le collaborateur? Quelle évolution entre la vie professionnelle et la vie privée? Quel équilibre? Quelles sont les conséquences concrètes de ce que sommes en train de vivre les collaborateurs, le manager et surtout les RH? Que devons-nous voir dans la notion de flexibilité? Qu'est-ce qu'on doit et comment on doit s'adapter? Quelles cultures et pratiques managériales sont-elles impactées? Quelles sont les expériences finalement qui ont été challengées et redéfinies à l'issue de ces 18 mois que nous venons de vivre ensemble? Comment faire en sorte que tout ce que nous avons appris puisse servir au plus grand nombre? Et enfin, comment les DRH doivent être attentifs pour réussir ce virage? Donc, pour répondre à ce copieux menu, nous avons 3 interlocuteurs, comme je vous le disais, qui vont nous accompagner. Alors, je vais commencer par Virginie Leblanc-Elkatan, qui est en charge du développement des managers et des leaders chez SNCF et qui a surtout créé la Care Academy, dont elle nous parlera dans nos échanges. Ensuite, Vincent Richeux, qui est directeur en charge des problématiques QVT et RPS au sein du cabinet Julie Stawen. Donc, il tiendra le rôle d'expert et il essaiera de donner son regard dans toutes les problématiques qu'il rencontre auprès de nos clients. Et puis, Annabelle Poinat, qui est donc HR Manager chez Givaudan. Alors, Annabelle, Givaudan, je voudrais être bien sûr que tout le monde connaît. Et donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de décrire ce que vous faites en quelques mots. Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Givaudan, c'est un groupe international d'environ 12 000 collaborateurs avec une organisation très matricielle et notre vocation, c'est la création d'arômes alimentaires, de fragrances, que ce soit les fine fragrances, c'est-à-dire les parfums, ou les fragrances que vous allez retrouver dans vos produits du quotidien, et les crèmes de beauté. Donc, sans le savoir, dans votre journée, vous croisez forcément des produits issus du développement et de la recherche Givaudan. Parfait, merci beaucoup. Alors, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet et par la première question que je souhaitais vous poser. Si on est au clair aujourd'hui finalement sur cette sortie claire, enfin au clair, on est en fin de crise, on va dire, enfin on espère que nous sommes en fin de crise. Elisabeth Borne a dit qu'à partir du 30 août, il n'y avait plus de jours de télétravail obligatoire dans les organisations, donc c'était à elle de reprendre la main. Finalement, après 1 an de crise jalonnée qu'on a eu de 3 confinements, et avec le recul que vous avez toutes les deux, donc Virginie et Annabelle, comment, selon vous, les collaborateurs ont-ils vécu ces 18 mois
et qu'est-ce que fondamentalement vous avez pu constater finalement pendant ces 18 mois et plus précisément peut-être un retour au travail, au retour à cette rentrée 2021. Peut-être Annabelle pour commencer? Oui. Alors, le constat qu'on fait de cette période de crise dont on n'est pas forcément sorti d'ailleurs, c'est que finalement, on a dû accélérer nos pratiques et nos modes de pensée, notamment vis-à-vis du télétravail. On se rend compte que finalement, le télétravail, il y a 1 an et demi, début 2020, on y pensait, on se disait bien en tant qu'entreprise qu'à un moment ou un autre, on devrait s'attaquer à ce sujet-là. D'ailleurs, le gouvernement avait mis aussi le sujet sur le devant de la scène. Mais on n'était pas forcément prêt de ce fait. On est rentré dans ce système de télétravail contraint et forcé, et surtout sans être prêt, sans être organisé, et au niveau des collaborateurs, au niveau du management. Donc finalement, on a dû se lancer dans le grand bain sans en avoir les bases et les contours. Mon deuxième constat, c'est que par la force des choses là aussi, et notamment de ces confinements, on a fait rentrer la vie personnelle des collaborateurs dans la vie de l'entreprise. Et ça, c'est un sujet qui était assez inattendu. Encore une fois, on n'y était pas prêt. Et la grande question derrière, c'est une fois qu'on a pris cette habitude et une fois qu'on a testé finalement ces organisations en télétravail où on a dû jongler avec nos obligations personnelles, professionnelles, réorganiser nos temps. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, là où on commence à voir quand même un petit peu plus la lumière au bout du tunnel, et comment on aborde cette nouvelle étape, passer du télétravail subi à un télétravail qu'on va probablement mettre en place et qui va être choisi via des négociations avec les partenaires sociaux pour un certain nombre d'entreprises. Donc voilà, moi j'ai ces deux constats, c'est cette notion de subi versus le choisi, et finalement ce mélange qui s'est imposé à nous entre la vie pro et la vie personnelle. D'accord, merci Annabelle. Virginie, vous avez les mêmes constats ou il y a des choses complémentaires que vous pouvez rajouter par rapport à ce que dit Annabelle? Alors justement, pour compléter le propos d'Annabelle, si on regarde par l'angle de vue qualité de vie au travail, c'est vrai que cette période, en fait, a montré dans une enquête comparative qui a été menée par Moodwork, en fait, entre 2019 et 2020, que finalement, le taux de satisfaction en termes des salariés au travail n'avait pas vraiment changé. Il est resté de 65% dans une année où on est sur site et dans une année où on s'est retrouvé en fait à la maison, comme l'expliquait Annabelle. Alors, ce qui a changé, et c'est ça qui est intéressant de retenir en termes de constat, c'est que les facteurs d'épanouissement de vie au travail, eux, ont structurellement changé. Ce qui ont fait un bond en avant, c'est bien ce sentiment d'autonomie, d'avoir pris une meilleure, un sentiment d'être plus à même de maîtriser sa charge de travail en termes d'organisation. Et pour revenir au propos d'avant, à ce fameux comment on fait le lien entre l'équilibre entre vie pro et vie perso. Et ceux qui ont fait un bond en arrière, c'est l'octroi justement les pauses finalement ont fini par disparaître. C'est le droit de s'arrêter. Quand on est à la maison, s'interroge en fait le droit de faire de la pause. Et aussi, les salariés ont manifesté que c'était plus difficile d'anticiper. Alors, le constat, c'est que finalement, on change de paradigme avec ce télétravail qui arrive comme un élément disruptif en fait dans la vie de l'entreprise, dans la vie des individus, dans la vie des salariés, et que il nous oblige finalement à questionner qu'est-ce que va être en fait les leviers du bien-être, de la satisfaction des salariés au travail. Alors bien sûr, tout le monde a un vécu différent du télétravail, ça n'a pas été que tout rose, bien entendu. Pour des catégories de personnes et notamment pour celles où le télétravail est venu amplifier l'isolement, hein, les personnes seules, les personnes qui arrivent dans l'entreprise, hein, les jeunes embauchés n'ont pas vécu forcément cette situation de manière très confort parce que finalement, on n'est pas dans le bain avec ses collègues et l'effet de mimétisme, d'observation qui fait partie de l'apprentissage de la vie de l'entreprise, ben, là, n'était pas présent. Et il y a aussi une catégorie de population qui a un peu souffert, ou en tous les cas qui appréhende le fait que le télétravail puisse rester
comme le disait Annabelle, les entreprises se préparent finalement à garder ce télétravail d'une manière ou d'une autre, ce sont les managers. Parce que finalement, le baromètre Malakoff Humanis a montré que seuls 50% d'entre eux en France étaient favorables à la poursuite du télétravail et ils sont beaucoup en quête de nouveaux repères. Ils veulent retrouver en fait leur équipe en présentiel. Donc voilà quelques constats que je peux partager au travers de lectures et de façon d'approcher aussi par un autre angle de vue, c'est-à-dire la satisfaction au travail. Merci beaucoup Virginie. Vincent, de votre côté, qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que ce que vous entendez de la part de Virginie et d'Annabelle correspond à ce que fondamentalement vous rencontrez dans les entreprises, ou là aussi vous avez quelques nuances à apporter? C'est très vrai, hein, cette idée qu'il y a une vraie dualité entre des constats très positifs chez certains en termes d'autonomie, d'engagement, d'une qualité de vie au travail finalement qui augmente, et puis d'autre part, des gens qui ont vécu la crise plus négativement à cause de facteurs d'isolement, de stress, de surcharge. Et cette dualité, je voudrais la mettre en perspective des deux grands champs d'intervention sur le bien-être au travail, que sont d'une part la prévention des risques psychosociaux et d'autre part la qualité de vie au travail. Très rapidement, sur la prévention des risques psychosociaux, on a bien vu que les risques psychosociaux ont augmenté pendant cette crise, hein. Tous les baromètres le montrent. Donc ça a occupé pas mal l'espace médiatique et ça a aussi beaucoup occupé l'énergie des équipes RH qui ont eu à cœur dès le début de la crise d'identifier les gens qui vont pas bien, de les accompagner et encore aujourd'hui d'accompagner les gens qui doivent revenir au bureau. Pour certains, c'est pas facile. Par ailleurs, on voit aussi qu'il y a un sujet de qualité de vie au travail. Et ce sujet-là, si on revient avant la crise, c'est un sujet qui avait tendance à s'essouffler. Honnêtement, hein, si on regarde les années avant la crise, chaque année, on parlait de la qualité de vie au travail, notamment lors de la semaine de la qualité de vie au travail. Mais c'est un sujet très personnel, donc difficile à cerner, mais chaque personne est sensible à certains paramètres qui ne vont pas forcément être les mêmes que les paramètres d'une personne à côté. Mais force est de constater que certaines personnes, pendant cette crise, ont vécu un boom de leur qualité de vie au travail. Moi, je vous partage une anecdote que j'ai vécue lors d'un séminaire. J'étais connecté avec une personne en tout début de séminaire avant que ça commence et la personne m'a dit « Moi, ma vie a été révolutionnée positivement lors de cette crise, mais je n'ose pas en parler à mes collègues. » Donc, ce jour-là, je me suis dit « La qualité de vie au travail est en train de bouger, mais c'est aussi un sujet un peu tabou. » Parce que pourquoi cette personne n'osait pas en parler à ses collègues? Elle avait peur d'en parler parce qu'elle voyait à côté des gens qui souffraient, qui étaient en isolement. Et donc, elle restait un petit peu toute seule dans son coin. Donc, moi, j'ai fait auprès de mes clients beaucoup de constats qu'il y a une vraie… On n'a jamais vu autant d'évolution sur le sujet de qualité de vie au travail. Et qu'en parallèle, il y a quelque chose qui est un petit peu tabou et c'est nouveau. Et force est de constater que pendant cette crise, les entreprises ont beaucoup communiqué sur les RPS et finalement assez peu sur la qualité de vie au travail. Donc, je fais ce double constat-là. Je vous partage une dernière anecdote aussi qui illustre le côté un peu tabou. Depuis cette rentrée, je fais un petit sondage autour de moi et je pose la question autour de moi, mais qui d'entre vous a fait parfois une petite sieste à la maison, en télétravail, juste après le déjeuner? Et je me rends compte que pratiquement tout le monde avoue avec un peu de culpabilité qu'ils ont fait ça. Et c'est très intéressant parce que toutes les recherches montrent que, par exemple, faire une sieste ou avoir un temps d'arrêt et de récupération dans la journée, c'est très positif pour le bien-être, c'est très positif pour les capacités de concentration, c'est très positif pour l'apprentissage, pour l'adaptation. Donc, voilà quelque chose qui s'est passé et qui a eu un fort impact pour certains en tout cas. Eh bien, lorsque ces gens reviennent au travail, finalement, ils n'en parlent pas et il y a ce côté un petit peu tabou et c'est dommage parce que quelque part, on a vu là quelque chose évoluer. Donc, en conclusion, beaucoup de choses qui ont évolué positivement pour certaines personnes, pas pour toutes, sur la qualité de vie au travail. Les accords télétravail le confirment pour certains lorsque ils montrent suffisamment de souplesse pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et parfois, ce côté un peu tabou qui est assez surprenant. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout ça dans l'avenir? Merci Vincent. Finalement, donc, vous le disiez à l'instant, on est dans cette rentrée. Et finalement, quels sont les enjeux pour vous de cette QVT, puisqu'on en a parlé un peu moins que les risques, les RPS pendant la crise.
Est-ce que finalement la QVT revient finalement au devant de la scène, et auquel cas, quels sont vos enjeux? Et j'aimerais qu'Annabelle puisse nous partager ses enjeux alors. Oui, alors si je peux témoigner de ce que l'on voit dans ma société, donc Givaudan, je précise juste que chez Givaudan, nous avons des laboratoires de recherche, et donc qui nécessitent d'avoir à peu près 50% de nos effectifs qui sont de toute façon sur site et qui l'ont été pendant toute cette période de crise. Les enjeux pour nous aujourd'hui, le premier enjeu, je dirais que c'est comment faire revenir effectivement les collaborateurs au travail, et évidemment sous quel format. Ça a été dit précédemment par Virginie et Vincent, mais effectivement, on a des effets de décrochage de certains collaborateurs qui finalement appréhendent le retour sur site. D'autres, effectivement, sont ravis de revenir sur site et nous ont sursollicité quand malheureusement on avait des contraintes pour retrouver cet équilibre et cette séparation entre la vie pro et la vie perso. Donc on a un petit peu tout type de sujet. Donc charge à nous d'identifier quelle sera la meilleure voie pour notre entreprise. Alors Givaudan particulièrement lance une enquête de satisfaction et de QVT à l'ensemble des collaborateurs au niveau monde, puisqu'on a besoin d'avoir ce diagnostic. On a évidemment au niveau RH, on a une visibilité sur nos pays, sur nos populations. Néanmoins, on a besoin d'avoir des indicateurs qui vont être un petit peu plus précis pour connaître les tendances, les zones de risque. Et les zones de risque ne sont peut-être pas toujours les mêmes sur l'ensemble des départements. Donc la question, c'est comment mettre en place une nouvelle organisation ou réadapter notre organisation, sachant que les enjeux ne sont pas les mêmes pour tout le monde et, pour l'ensemble des activités. L'autre point, c'est qu'effectivement, on a constaté que des collaborateurs s'étaient éloignés de leur lieu de travail pour partir sur d'autres régions, etc. et s'y sont ancrés. Donc, le point aujourd'hui, c'est qu'on a pu laisser une zone de flexibilité de ce point de vue-là, encore une fois, parce qu'il a fallu trouver des solutions court-termistes pour assurer la continuité de l'activité. Et de ce fait, la question aujourd'hui, c'est qu'on a créé potentiellement des exceptions. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on gère ces exceptions par rapport à potentiellement un flot de demandes de télétravail à 100% qui commence à se profiler? Donc, on a commencé à mettre des pas sur des exceptions. Comment est-ce qu'on revient en arrière? Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Et va s'ouvrir derrière un certain nombre de questions qui vont traiter notamment de la fiscalité, puisqu'on sait que sur des collaborateurs qui seraient partis, par exemple, à l'étranger, nous on en a, on va avoir une problématique de fiscalité sur du télétravail à 100%. Se pose aussi la question de l'équité, par exemple, des collaborateurs qui travaillent à Paris, qui ont du coup un package financier qui est un package lié au niveau de vie parisien, qui s'installent en région où effectivement le niveau de vie n'est plus le même. Comment est-ce qu'on peut assurer de ce fait l'équité, notamment dans nos pratiques salariales? Ça, c'est une grosse question qui se pose à nous. Si je tire d'autant plus la ficelle de ces sujets-là, on pourrait voir venir aussi la question de, finalement, une entreprise qui a des enjeux financiers peut très bien se dire, ce qui peut être fait en France en télétravail peut être aussi fait de l'étranger en télétravail, et donc ça pose vraiment la question de la préservation des emplois en France. Voilà, je pousse un petit peu loin la réflexion sur ce sujet-là, mais on voit quand même des questions qui commencent à se poser sur ce point-là. Après, l'autre point que j'identifie, c'est finalement, on voit que le télétravail, ça a marché. Donc finalement, on n'était pas prêt, les conditions n'étaient pas là, mais malgré tout, on a trouvé notre rythme, on a trouvé des parades pour nous adapter. Donc, un collaborateur pourrait aussi nous dire quel est l'intérêt pour moi, quel est l'intérêt pour l'entreprise de finalement me demander de revenir sur site. Donc, ça veut dire que là aussi, il va falloir se réinventer et se redonner un sens collectif, c'est-à-dire quel intérêt on a à revenir sur site. Si c'est pour faire la même chose, mais être finalement toute la journée connecté sur des WebEx pour faire des calls, finalement, effectivement, la légitimité du retour sur site, elle est un petit peu difficile à défendre. Donc, comment on redonne ce sens du collectif et notamment ce sentiment d'appartenance de l'entreprise, peut-être sur d'autres sujets qui ne seront pas les sujets liés à mon travail du quotidien, à mes enjeux du quotidien, mais des sujets peut-être plus globaux sur le sens qu'on donne à notre entreprise, l'inclusion, la vocation même de mon entreprise.
chez Givaudan, par exemple, on a lancé un programme qui s'appelle Imagine, qui est un programme vraiment très global, qui s'applique au niveau mondial et qui encourage les collaborateurs à tous les niveaux à réfléchir justement à ces sujets du travailler différemment, tout en préservant notre environnement. Donc, il y a ce côté aussi qui soulève, c'est un exemple, hein, mais qui soulève la question de l'écologie, de la préservation de nos fournisseurs, de nos matières premières, des transports des matières, mais aussi comment mieux collaborer les uns avec les autres. Donc, tout ça, c'est aussi, on le voit, des éléments qui sont recherchés par les candidats qui arrivent aujourd'hui devant nous. C'est finalement quel est le sens de l'entreprise au-delà du côté business. Et enfin, peut-être pour rebondir sur ce sujet candidat, on voit très clairement que maintenant, cette notion de quel sens je donne à ce collectif et quelle est votre organisation en termes de télétravail et QVT, c'est une question qui revient systématiquement dans l'ensemble des entretiens, à une étape ou une autre du process. Donc, on voit très clairement qu'aujourd'hui, c'est devenu une évidence pour les collaborateurs que les entreprises vont mettre en place une politique liée à la QVT, une politique solide, et qu'aujourd'hui, ça va faire partie des arguments de sélection de nos candidats et d'attractivité des talents. Ça veut dire que derrière, la QVT et le télétravail au travers de ça, mais il n'y a évidemment pas que le télétravail dans la QVT, c'est plus seulement un sujet RH, c'est un sujet entreprise. Donc, c'est une réflexion beaucoup plus large qu'on doit tous avoir avec nos comités de direction. Merci beaucoup, Annabelle. Alors, Virginie, vous avez créé la CARE Academy. Est-ce que c'est une réponse finalement à ces enjeux de QVT de rentrée et quels sont aussi vos projets et quels sont vos constats par rapport à cet enjeu de QVT de rentrée? Alors, pour rentrer dans le sujet de la QVT, effectivement, je suis d'accord, c'est un sujet un peu savonnette, hein, il n'est pas toujours facile à attraper. Et du coup, Vincent parlait tout à l'heure de temps de récupération dans la journée et ça avait quelque part quelque chose de tabou. CARE Academy, en fait, c'est une initiative de salariés. Je suis cofondatrice avec 2 autres salariés, Nathalie Termelaine et Dominique Demarquis. Et en fait, nous sommes partis de 2 constats. En 2019, donc c'était quand même avant la pandémie, hein, que la sédentarité et le stress amplifient donc les fatigues acquises au travail et que dans toute entreprise, elle possède en son sein des salariés qui ont une compétence en discipline de mieux-être au travail. Et donc l'idée, c'était de trouver un modèle innovant, social, qui permette en fait de mailler en fait ces 2 constats pour créer une offre interne qui soit pensée groupe et qui vienne justement finalement mettre à bord les salariés, mais par eux-mêmes, qu'ils soient acteurs de leur propre qualité de vie au travail. Alors très concrètement, c'est une offre interne qui propose une offre sur comment rendre efficace les différents temps dans ma journée de travail. En fait, c'est une nouvelle écologie de la journée de travail. C'est vrai que nous, on vient tous avec notre bagage. Nous avons des facultés cognitives, nous avons des capacités physiques. Et comme toute ressource, ces ressources, quand on les utilise trop, elles se tarissent. Et quand on ne les utilise pas, finalement, elles finissent par s'étioler. Donc, c'est comment on trouve une utilisation optimale de nos ressources, mes facultés cognitives, mes capacités physiques, au cours de ma journée de travail qui me va bien à moi et qui me permet de rester en forme. Autrement dit, quelque part, de garder de l'enthousiasme. Et donc, on a travaillé une offre sur des temps de récupération adaptés aux activités professionnelles qui sont à la fois physiques et mentaux, hein, des temps de récupération qui sont très courts, très pragmatiques, qui sont reproductibles par les salariés eux-mêmes avec des petits guides pratiques. Et voilà, une fois qu'on a pris en place cet apprentissage, les salariés le font eux-mêmes. Alors, quelques chiffres, hein, juste pour étayer le discours. Aujourd'hui, c'est plus de 4000 collaborateurs qui ont déjà expérimenté des techniques de récupération au sein du groupe SNCF. Et lorsqu'on les interroge sur une enquête de satisfaction à chaud, c'est 90% d'entre eux qui se disent capables de reproduire ces temps de récupération par eux-mêmes en tant que de besoin au cours de la journée de travail.
Et ces mêmes collaborateurs nous disent, je vous recommande à mes collègues, il faut que mes collègues aillent suivre en fait une expérience Care Academy pour qu'ils puissent s'approprier justement ces techniques de récupération. Et pour aller plus loin, dans l'offre, nous avons conçu un parcours du talent du mieux-être au travail, les talents du mieux-être au travail, qui est sur une durée de 3 mois et sur 9 rendez-vous. J'avoue que Juliette Sterwen, dans sa pédagogie éveil, envie, ancrage, m'a beaucoup inspirée, cette pédagogie qui est portée par Emmanuel Joseph Daly. Et effectivement, ce parcours talent du mieux-être au travail, progressivement, il permet à chacun d'acquérir ce qui est juste pour lui en termes d'équilibre des temps dans ma journée de travail et des pratiques qui vont me permettre de rester en forme. L'idée, c'est de la sensibilisation, c'est bien de rester en forme. Et pour vous donner un exemple aussi chiffré, sur un collectif qui a suivi ce parcours, un collectif de 80 personnes, qui a suivi ce parcours, je vais dire toute localisation confondue sur le territoire français, tout type de métier, à dominante plutôt féminin. À l'issue de ce parcours, c'est 67% de ce collectif qui dit réaliser une pause au cours de sa journée de travail après 10 minutes. C'est plus après 2 heures de travail consécutif. C'est plus de 19 mois par rapport au début du parcours. C'est 84% de ces personnes dans le parcours interrogées qui disent que les pauses réalisées soulagent réellement les fatigues physiques et mentales qu'elles acquièrent au cours de la journée de travail. Et au global, le sentiment de se sentir mieux au cours de sa journée de travail a progressé de 8 points en amont, sur l'ensemble du parcours. Alors, oui, c'est très intéressant parce que finalement, on voit bien que lorsque l'on donne les capacités à chaque collaborateur de se prendre en charge, ils en sont tout à fait capables. Et on est bien tout à fait dans ce sentiment d'autonomie qui vient en fait booster aujourd'hui, qui est un input en fait de la qualité de vie au travail. D'accord. Merci beaucoup Virginie pour cette expérience. Et je crois que vous avez reçu une bonne nouvelle d'ailleurs sur cette Care Academy. Vous me disiez ça tout à l'heure. Oui, parce qu'en fait, Care Academy, donc en fait, on a bénéficié du programme intrapreneuriat du groupe SNCF, donc ce qui était une formidable opportunité de l'entreprise de nous offrir cet accompagnement. Ensuite, on est passé dans une période d'incubation. Et aujourd'hui, donc effectivement, début juillet, les 5 DRH des sociétés du groupe SNCF ont donné leur go pour déployer en grand Care Academy au sein du groupe. Voilà. Bien, bravo, félicitations. Vincent, Annabelle disait tout à l'heure, finalement, le sujet QVT devait finalement dépasser un peu le périmètre de la RH et devenir un sujet finalement de direction globale de l'entreprise tout entière. Est-ce que vous faites ce même constat, vous, dans les organisations que vous accompagnez? Tout à fait. Je pense qu'on est à un moment clé, effectivement, où ce phénomène est en train d'arriver. Moi, je pense qu'on n'a jamais été dans une situation où le terrain est aussi favorable à une évolution de la qualité de vie au travail, à la fois par rapport à toutes les avancées qui ont déjà eu lieu pendant la crise, mais aussi par rapport au futur, par rapport à l'univers des possibles qui s'ouvre. Mais pour réussir ça, à mon avis, il y a 3 enjeux clés, et je vais reprendre certaines choses qui ont déjà été dites, mais un enjeu pour moi de compétences, un enjeu de communication et un enjeu d'élargissement. L'enjeu de compétences, il est très important, il touche à la fois les managers parce qu'il va falloir les accompagner dans leur capacité à accompagner ce qui est en train de se passer et de ne pas revenir aux habitudes d'avant. Et on l'a vu, certains ont donné plus d'autonomie, il ne faudrait pas qu'ils reviennent dans trop de contrôle au retour au travail, au retour au bureau. Et un enjeu de développement des compétences sur tout le champ que Virginie vient d'évoquer, qui est le champ de prise d'autonomie de sa propre qualité de vie, le champ aussi du développement de ses compétences de récupération. Moi, je crois beaucoup à ça. Sur un temps très court, on peut avoir des temps de récupération très fortes avec, par exemple, des techniques d'auto-hypnose et avec des effets très vertueux. Encore faut-il pouvoir le faire quand on revient au bureau, parce qu'on peut le faire quand on est chez soi, mais cette question est aussi importante. Deuxième enjeu, communication. Et je rejoins ce que Annabelle disait juste avant, qui est il faut déjà mesurer ce qui se passe. Moi, j'ai une cliente qui me disait l'autre jour, si ça se trouve, mes salariés sont en train de vivre quelque chose en termes de qualité de vie au travail, mais je ne le sais pas. Je suis en aveugle. Et donc, je pense qu'il y a vraiment déjà une première étape de mesure qui est très importante, c'est d'aller questionner les gens pour savoir où ils en sont, comment ils ont vécu les choses. Et peut-être les réponses seront très différentes d'une entreprise à l'autre, d'une culture à l'autre.
mais d'objectiver ce qui se passe en termes de QVT me semble très important pour pouvoir s'en emparer ensuite dans une communication, oser reparler de qualité de vie au travail, oser sortir un peu du tabou que j'évoquais tout à l'heure et dire précisément qu'est-ce qui s'est passé et vers quoi on va. Et troisième enjeu d'élargissement du sujet, alors là, je rejoins tout à fait ce que tu disais, Annabelle. Moi, je me pose la question, quand la qualité de vie au travail cessera d'être un sujet uniquement porté par les DRH? Question, je me la pose depuis plusieurs années, mais j'ai l'impression que là, on est mûr pour aller plus loin. Et en fait, on est déjà sur un sujet d'entreprise. Hein. Comme on le disait précédemment, c'est déjà une préoccupation centrale de tous les salariés. Dans les négociations sur les accords télétravail, c'est déjà un sujet d'entreprise. Moi, l'impression que j'ai, c'est un peu comme s'il restait juste à cueillir un fruit qui est déjà mûr et tout simplement à redonner du sens à quelque chose qui est déjà en train de se passer. La QVT est déjà un sujet d'entreprise. Donc, remettre effectivement le sujet au cœur d'un projet d'entreprise, par exemple, comme le disait Annabelle précédemment, privilégier des démarches participatives pour effectivement que les gens se l'approprient davantage. Il y a quand même quelque chose aussi qui est très important, c'est que les directions générales doivent, à mon sens, s'approprier le sujet comme étant un sujet d'entreprise. Par le passé, on nous appelait souvent, nous, pour sensibiliser les COMEX à la qualité de vie au travail. C'est plus le sujet aujourd'hui, on n'est plus dans la sensibilisation. On est à un moment où les directions générales peuvent, et à mon sens doivent, remettre la QVT au cœur de leur stratégie, au cœur de leurs convictions, et dans toutes les décisions prises par un COMEX, que ce soit des décisions informatiques, commerciales, organisationnelles, d'avoir une préoccupation et un regard QVT. Et à mon avis, ça c'est un vrai enjeu parce que du coup, ça pourrait avoir un impact énorme en interne aux entreprises sur l'engagement et en externe en termes de marque employeur aussi, on l'évoquait tout à l'heure, ça peut avoir un positionnement concurrentiel très fort aussi potentiel. Voilà les grands enjeux, les trois grands enjeux que je vois sur ce sujet. Merci Vincent. Annabelle, Virginie, finalement, si vous deviez identifier une problématique fondamentale clé de cette rentrée, ça serait laquelle, Annabelle? Alors, pour moi, je ferais peut-être un focus sur les managers. Virginie le disait tout à l'heure, tous les managers ne sont pas forcément favorables au retour sur site à temps plein. Et pour faire le lien avec ce que disait Vincent, les managers vont être finalement sur le devant de la scène concernant les sujets QVT et dans leur méthode de management, mais aussi dans leur manière d'identifier les RPS, donc les risques psychosociaux, et cette vigilance qu'on doit avoir par rapport à des solutions qui peuvent être de travail et des organisations qui peuvent être un peu hybrides entre des personnes sur site, des personnes qui seront à la maison. Et finalement, la manière dont on communique dans son équipe, quand finalement j'ai certaines personnes qui sont sur site, je les croise en tant que manager, je leur donne une information informelle, c'est à la volée, il y a tout le non officiel et tout le spontané qui peut s'engager. Et puis, j'ai des collaborateurs qui sont à distance où finalement, quand on a besoin de se parler, on a des agendas hyper remplis, des calls toute la journée. Finalement, quand on veut se parler, on a presque besoin de se prendre un rendez-vous officiel. Donc, on perd cette spontanéité. Donc, le manager va devoir réorganiser son mode de fonctionnement, revoir ses méthodes de management, basées, comme le disait tout à l'heure Virginie, aussi sur cette notion de confiance et du coup, ce côté hybride. Et donc, la QVT et l'identification des risques psychosociaux, elle va se retrouver énormément dans les mains des managers. Donc, je pense que l'enjeu, c'est effectivement de les accompagner. C'est eux qui sont en front office, mais pour autant, ils ne sont pas seuls pour gérer ces sujets-là. Et je pense qu'il ne faut pas alourdir le poids non plus de la responsabilité managériale. Mais ça veut dire en revanche qu'ils soient alertes pour identifier les signaux, identifier les zones de risque, leurs doutes aussi sur le management. C'est nouveau, hein, on se réinvente, donc il faut absolument que les managers se sentent libres de faire part de leurs difficultés sans se sentir jugés. Et il y a des cas individuels qui sont complexes à gérer. Hein. Donc, pour moi, l'accompagnement des managers et l'évolution des mentalités et des pratiques est clé à ce stade. Virginie, de votre côté? Oui, tout à fait. Annabelle parlait de signaux faibles. C'est vrai que le télétravail crée cette rupture où, en fait, les signaux faibles, on le sent comme ça quand on est ensemble.
une certaine porosité hein, qui se passe en fait dans le lien social. Et moi, j'interrogerai en fait le message clé par lequel je finirai, j'interrogerai en fait tout ce que peut proposer la transmission de pair à pair. Finalement, cette pédagogie de transmettre de pair à pair, elle est à la fois efficace en présentiel, mais aussi peut-être qu'elle peut être un moyen de garder et de tisser des liens nouveaux dans ce monde hybride de télétravail, de travail à distance qui va s'installer, où il va y avoir plein de tiers-lieux. Il n'y aura pas que la maison, il y aura aussi d'autres lieux dans lesquels on ira. Et du coup, cette transmission de pair à pair, qui est la base hein, de la pédagogie de Care Academy, on voit bien quelle force elle a de tisser du lien social, non seulement entre les équipes, mais aussi entre collègues sur des plateaux, ou aussi entre collègues qui font partie d'un réseau à l'intérieur de l'entreprise et qui sont sur différents territoires. Et donc, du coup, voilà, j'interrogerai cette pédagogie, cette transmission de pair à pair, elle a une force en elle de tisser du lien. Elle a aussi cette force d'aller tirer en fait des choses hein, qui rentrent directement dans comment dire le sentiment de bien-être, c'est l'auto-efficacité au professionnel, c'est l'auto-stabilité émotionnelle qui viennent en fait, qui sont tirées par l'estime de soi. Et voilà. Et je pense que c'est voilà, pour moi, c'est d'aller chercher en fait quelles seraient des nouvelles pédagogies et la transmission de pair à pair me paraît une des réponses. Vincent, dans les organisations que vous accompagnez, un enjeu clé qui se détache de cette rentrée? Alors, si j'en avais qu'un seul à choisir, je reprendrai un petit peu aussi ce que Annabelle disait sur accompagner les managers, ça me semble clé. Et ça va au-delà du management à distance, parce que finalement, ce qui s'est passé pendant la crise, c'était surtout d'aider les managers à distance. Mais cette nouvelle problématique de management hybride est particulière et fait émerger encore des nouvelles questions sur lesquelles il faut accompagner les managers. Du coup, je rajoute peut-être une deuxième idée. Moi, si j'avais un conseil à donner au DRH, c'est n'hésitez pas à aller taper à la porte de votre direction générale sur le sujet QVT, parce que vous avez de facto un pouvoir d'influence plus fort là dans la situation actuelle. Alors, en fonction effectivement du contexte dans lequel vous êtes, pour proposer des idées concrètes, hein, est-ce qu'il y a possibilité de remettre la qualité de vie au travail au cœur d'un projet d'entreprise qui existe déjà? Est-ce qu'il y a la possibilité de lancer une mesure participative sur le sujet? Est-ce qu'il y a la possibilité tout simplement, par exemple, de faire un projet participatif sur comment réaménager les locaux à ce retour au bureau et réinterroger quelque part la qualité de vie au travail? Donc, en tout cas, je donnerais ce conseil-là au DRH qui serait de dire, voilà, vous avez un pouvoir d'influence plus fort, profitez-en, parce que vous aurez une oreille probablement plus attentive sur le sujet avec des enjeux très forts derrière, d'impact, d'engagement du travail et puis de marque employeur. Hein. Je pense que les entreprises qui vont se démarquer sur le sujet auront une image forte en termes de marque employeur. Merci Vincent. Annabelle, Virginie, on lit évidemment que le retour au travail est compliqué pour certaines populations dans l'organisation, puisqu'elles ont goûté aux délices du télétravail et que finalement, ce que disait Annabelle tout à l'heure, pourquoi je reviendrai au bureau? Et en même temps, on entend, nous, dans les organisations, des gens qui nous disent, ben, finalement, qu'est-ce qu'on est content de se retrouver? Et donc, oh là là, il y a une sorte de bulle de présentiel qui devrait exploser au sens tout le monde veut revenir au bureau. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans vos organisations? Et est-ce que ça concerne finalement, il y a une distinction entre différentes couches de population, entre, on va dire, des cadres dirigeants ou des cadres tout simplement, des managers qui disent, mais moi j'ai bien goûté, j'ai bien aimé le télétravail et je vais y rester, et d'autres qui diraient, ben non, non, moi j'ai à tout prix envie de revenir parce que c'est un vrai besoin. Qu'est-ce que vous constatez chez vous, Annabelle? Oui, alors le constat, c'est qu'effectivement, on a des demandes de retour, hein, et c'est d'ailleurs engagé, hein, puisque maintenant, chez Givaudan, les collaborateurs qui pouvaient faire du télétravail reviennent 3 jours par semaine sur site, donc c'est un retour progressif. Et on a effectivement des collaborateurs qui ont trouvé finalement une certaine aisance à être en télétravail, mais d'autres qui, au contraire, on l'a dit tout à l'heure,
finalement se sont isolés et ont décroché. Donc là, ce n'est pas une question d'aisance, c'est une question de crainte du retour au travail, crainte de se réinsérer dans une équipe, de reprendre un mode de fonctionnement sur lequel finalement ils ont perdu le rythme et parfois perdu un petit peu de distance. Donc, oui, le sujet, en fait, la population est assez diversifiée par rapport aux besoins de retour. Ouais, là, effectivement, il faut qu'on s'imagine dans une nouvelle organisation quand on va sortir de cette notion de crise. Donc, ouais, l'enjeu va passer aussi au travers des négociations sur le télétravail avec les partenaires sociaux. Nous, au niveau des remontées aussi de collaborateurs, ce que l'on constate, c'est que le fait d'avoir une organisation où certains collaborateurs, du fait de leur travail, sont en laboratoire et donc doivent être sur site, et d'autres sont en télétravail en tout ou partie, en fait, on se rend compte que les collaborateurs sur site, dans certaines situations, hein, c'est pas une généralité, mais dans certaines situations, ont dû s'adapter aux collaborateurs qui étaient en télétravail. Donc, par exemple, chez Givaudan, on doit sentir, puisqu'on fait des fragrances, donc on doit sentir les produits. Nous créons des crèmes de beauté, donc il faut les essayer. On fait des arômes, donc il faut goûter. Et donc tout ça, évidemment, ça ne se fait pas à distance. Donc, les personnes qui étaient présentes sur le site ont dû adapter leur rythme au télétravail. Donc, il y a un effet un peu de double peine. Je ne peux pas télétravailler, donc je n'ai pas ce bénéfice et cette souplesse. Et en plus, je dois revoir mon organisation avec des pics de charge quand les collaborateurs en télétravail reviennent sur site, où finalement, ils veulent optimiser leur journée. Et des moments un peu plus creux où finalement, personne n'est là pour goûter ou sentir les produits. Et dans ce cas-là, je perds mon temps et je n'optimise pas ma journée. Donc, nous, on a, et peut-être que d'autres entreprises seront concernées, on va avoir cet effet aussi de rééquilibrage et de bon usage du télétravail, notamment peut-être éviter de systématiser le télétravail le vendredi et le lundi, où on se rend compte que finalement, après, toute l'activité se concentre, quand on doit travailler en équipe et sur site, toute l'activité se concentre sur le mardi, mercredi, jeudi. Donc voilà nous un petit peu ce qu'on constate et qui sera un point de vigilance pour nous dans nos négociations futures. Ouais, très intéressant. Et Virginie, chez la SNCF, même constat? Alors, au niveau de SNCF, en grand, j'ai pas de données encore très très claires sur comment tout ça va s'organiser. J'ai plutôt ce que moi je vis au quotidien et effectivement, on s'aperçoit qu'il y a à la fois un engouement à se retrouver au niveau des bureaux, mais il y a aussi un ajustement à faire justement sur comment en fait on trouve cet équilibre entre travailler à la maison et la valeur ajoutée de se retrouver au bureau. Et je voulais juste partager une anecdote par rapport à cette problématique. Il y a un article dans HBR de mars-avril 2021 qui s'appelle Designing the Hybrid Office, qui interroge justement comment on peut redessiner en fait la venue au travail. Quelle plus-value on peut y mettre. Et dans cet article, en fait, il est présenté plusieurs façons de penser le retour au travail. Et je vous invite vraiment à le regarder parce que du coup, effectivement, il n'y a pas de juste façon de revenir au travail, mais il y a plusieurs façons d'y revenir et c'est qu'est-ce que l'entreprise veut y mettre tout en capitalisant en fait finalement sur tout ce qui s'est passé pendant cette période où les salariés ont été innovants pour garder le lien, pour produire et rester performants. Et c'est ce qu'il interroge cet article et je crois vraiment que finalement l'ensemble des entreprises aujourd'hui sont certainement sur cette réflexion. C'est comment je capitalise ce qui s'est passé pendant ces 18 mois qui finalement ont été tellement inédits et en même temps finalement merveilleux d'innovation et comment justement je rends ce retour au travail, enfin pas ce retour au travail, ce retour sur un lieu physique où nous sommes ensemble en présentiel et pour y faire quoi de mieux, d'innovant, voilà, pour retraduire tout ça en termes de liens et de collectifs de travail. Merci Virginie. Vincent, dans le baromètre qu'on publie chaque année, le Digital Workplace, hein, qui est publié par Julie Starwen, on s'intéresse effectivement à l'impact du digital et cette année, pour
le baromètre 2020, on s'est intéressé, on a fait ce baromètre durant le deuxième confinement. Et il y a eu un résultat qui nous a interpellés, hein, et ce que disait Annabelle, c'était qu'il y a eu deux populations. Il y avait les managers, on va dire, dans la lignée du command and control qui ont perdu définitivement leurs repères, hein, qui ont été complètement submergés par cette vague de télétravail. Et puis ceux qui étaient déjà en posture basse, hein, appelons-le manager coach, qui eux se sont mieux sortis, plus à l'aise avec cette notion de faire confiance, de délégation. Mais pour autant, à la fin de l'année, les deux populations sont sorties, en tous les cas, très, très fatiguées, puisque les premiers, ayant perdu leur repère, se demandant encore comment il fallait faire, et puis ceux qui étaient déjà dans la bonne posture, se sont surengagés pour certains, et donc, à la fin, je dirais, le résultat était le même. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui dans les organisations? Et quels sont les risques finalement? Parce que est-ce que ces managers qui ont perdu pied, ils ont toujours perdu pied, ou est-ce que les organisations ont réagi en disant bon, on va les accompagner un peu plus spécifiquement? Je pense que cette réaction, elle est vraiment en train d'avoir lieu maintenant, mais c'est clair que il faut voir aussi que les managers sont des collaborateurs à part entière et déjà se préoccuper de leur propre qualité de vie est essentiel. Et donc tout ce qu'on a dit là dans ce webinaire sur comment favoriser la qualité de vie des collaborateurs s'applique bien sûr aux managers avant tout, et cette préoccupation de soi avant de se préoccuper des autres, elle est essentielle en ce temps de retour au bureau. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que il y a de nombreux sondages qui montrent que le télétravail correspond à une attente très forte de tous les salariés. Je crois qu'on est à plus de 90% dans un récent sondage de gens qui disent oui, moi je veux voir du télétravail. Donc ça répond à une attente très forte des collaborateurs et donc des managers aussi, hein, qui peut-être aussi ont des enjeux de qualité de vie au travail eux aussi. Et cet enjeu-là, quand on voit les accords qui sont négociés en ce moment, moi je pense à certains accords dans certaines entreprises qui sont des accords, on va dire mixtes, hein, c'est-à-dire retour au bureau 2 ou 3 jours avec beaucoup de souplesse, c'est-à-dire que ceux qui veulent vraiment revenir 5 jours sur 5, ils ont le droit. J'ai l'impression que ce type d'accord propose un cadre pratiquement idéal puisque chacun va pouvoir y trouver le niveau d'engagement qu'il voudra, alors avec une part non négociable quand même qui est que il y a certains jours où il faut revenir au travail pour revoir les gens et pour recréer cette dynamique collective et cette bulle de présentiel dont tu parlais tout à l'heure, Julien. Donc après, on peut se permettre de rêver, hein, comme le disait Virginie, à des expériences collaborateurs, comme on a pu réfléchir à un parcours expérience client, on peut réfléchir à des parcours collaborateurs où quand je suis chez moi, quels sont tous les services qui peuvent être mis à ma disposition pour que le travail se passe bien? Est-ce qu'on peut me servir un repas le midi, par exemple, qui serait la cantine? Et quand je suis au bureau, est-ce que je peux aussi revivre tous les avantages du bureau et aussi peut-être aussi garder les avantages de tout ce qu'on a dit aujourd'hui sur ce qu'on a vécu à la maison, par exemple, d'avoir certains endroits où je peux faire des déconnexions minutes entre deux rendez-vous pour pouvoir faire des exercices de reconnexion comme Virginie l'évoquait tout à l'heure. Voilà, donc je pense que c'est un moment clé pour accompagner les managers et les collaborateurs sur ce sujet. On arrive presque au bout de cette séquence et de ce webinaire. Finalement, en guise de conclusion, si vous avez un conseil à donner à nos participants qui occupent finalement vos positions probablement, alors ils sont peut-être consultants, ils sont peut-être DRH, RH ou peut-être dirigeants, quel serait finalement, après réflexion, le conseil que vous pourriez donner compte tenu de ce que vous avez vécu sur ces 18 mois et ce que vous voyez arriver dans les prochains mois? Qui veut se lancer? Annabelle, peut-être, oui. Oui, allez. Moi, ce que je constate, c'est que, alors la QVT, ce n'est pas que le télétravail, même si aujourd'hui, ça fait partie des premières préoccupations qu'on a tous en ce moment, mais ce n'est pas que le télétravail. Et surtout, le télétravail, il ne peut pas s'appliquer, même dans une entreprise, hein, dans une même entreprise, exactement de la même manière sur tous les métiers et dans toutes les organisations. Donc, je pense qu'il faut à la fois mettre du cadre à ce télétravail, mais dans ce cadre, laisser une zone de flexibilité de manière à ce que les équipes, les managers et les collaborateurs, qui doivent être aussi force de proposition sur ces sujets, puissent naviguer en mettant des organisations hybrides qui soient adaptées. Donc, c'est donner du cadre, mais laisser une liberté d'action au niveau de ce cadre et ne pas rendre finalement le système de télétravail trop rigide ou systématique.
Virginie, de votre côté? En fait, je compléterai en fait ce que dit Annabelle. Quelque part, c'est redonner du sens, c'est-à-dire il y a eu des choses extraordinaires qui ont été faites par les managers, c'est capitaliser sur ça et redonner du sens dans ce cadre dont Annabelle parlait. Voilà, moi, c'est surtout ça que je dirais, parce que en fait, au cœur de tous nos échanges, on a un mot qui scintille, hein, qui est la confiance. Tout à fait. Alors Vincent, par rapport à ce que disent Virginie et Annabelle, un conseil pour ces organisations? Si j'avais un conseil à donner aux équipes RH, ce serait d'assumer de parler à la fois de prévention des RPS, parce que ça va être important de continuer à accompagner les gens fragiles dans cette phase, et il y en a eu tout au long de la crise, et de qualité de vie au travail. Ce n'est pas l'un ou l'autre. On peut très bien assumer d'avoir des discours très affirmés sur les deux sujets. Parfois, on a des réticences à parler de prévention des RPS parce que c'est un peu négatif. Et puis, le sujet QVT est passé un peu en arrière de la scène. Donc, pourquoi ne pas le remettre au devant? Mais ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux, hein. Le bien-être au travail, c'est bien la somme de ces deux accompagnements, à la fois l'accompagnement de la souffrance au travail pour qu'elle diminue, et puis la mise en place de conditions pour que le bien-être et la qualité de vie augmentent. Donc, n'hésitez pas à vous approprier ces deux dimensions dans votre discours. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. Je tenais à vous remercier tous les trois pour la clarté de vos explications et je pense tous les conseils que vous avez pu donner à notre auditoire. Encore donc un grand merci à Virginie, un grand merci à Annabelle et un grand merci à Vincent. Si vous avez des questions plus personnelles, en tout cas plus directes, je pense que Virginie et Annabelle, vous êtes sur LinkedIn, donc je pense qu'on peut vous poser des questions en direct et je pense que ça serait intéressant effectivement pour certains collègues ou confrères de pouvoir vous interpeller si jamais vous vouliez avoir des questions ou en tout cas des réponses sur la carrière académique. C'est un très beau programme de la SNCF. La manière dont Givaudan effectivement adresse les enjeux de QVT et de RPS. Donc RPS, hein, risques psychosociaux, parce que je sais qu'il y a une petite question qui est passée. Hein, c'est l'abréviation un peu ardue du risque psychosocial. Et puis, bien sûr, Vincent qui est à votre disposition pour discuter et éventuellement partager ses expériences. En tout cas, un grand merci. On ne manquera pas d'enregistrer, enfin, cette séquence a été enregistrée, donc on la diffusera à l'ensemble des personnes qui se sont inscrites à cette session. Et puis, on sera heureux de vous retrouver avec toute l'équipe de Julie Sterwen et Judith, que je remercie pour l'organisation de ce joli webinaire, dans les prochaines semaines, prochains jours, puisque vous savez que dorénavant, nous aussi, nous sommes passés dans l'hybride. Donc, aujourd'hui, le webinaire fait partie des modalités finalement hybrides. On est moins dans le présentiel que dans le distanciel. Peut-être on y reviendra finalement, mais en tous les cas, il fonctionne très très bien. Donc, encore une fois, merci à tous, très bonne journée et puis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée.